Bonjour. Que ce soit mes consultants, que ce soit ce que j'en lis de droite et de gauche, que ce soit ce que j'en entends venant de l'extérieur, il y a ce mot angoisse. Angoisse de cet enfermement des gens chez eux, de cette impossibilité de sortir, c'est-à-dire de communiquer avec d'autres. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui m'interpelle. Comment ça, bien sûr? Eh bien parce que je suis autiste et que mon problème à moi, c'est justement communiquer avec les autres et que c'est communiquer qui m'angoisse. Donc sortir de mon univers à moi, cet univers où j'ai mes routines, mes habitudes, mes repères fixes. Ma maison, c'est un univers dans lequel rien ne vient troubler un certain ordre établi, rien d'inconnu, rien d'imprévu, ou presque aussi petit, ou imprévu, envisagé, pour pouvoir être tranquille. Alors évidemment, et c'est très intéressant pour en parler, je creuse pourquoi. Pourquoi cette angoisse de l'enfermement? Qu'est-ce qui pousse en même temps, en plaçant d'un autre point de vue, toujours regarder les choses sous un autre angle? Alors on va se mettre avant l'enfermement, après l'enfermement. Qu'est-ce qui rend si nécessaire à l'humain le fait de sentir les autres autour de lui, de se sentir vivant, parce qu'il communique avec les autres? Comme c'est étrange que l'être humain se sente si mort quand il est seul. Comme c'est étrange parce que c'est si riche un être humain quel qu'il soit, si riche, si vivant en étant lui-même. Qu'est-ce qui nous a poussés à ne plus pouvoir réellement, profondément apprécier l'instant suspendu en soi, en face de soi, même dans un espace réduit? Alors que si on remonte à l'origine, les grottes pour les humains, c'était des abris, c'était des protections. La tanière, le refuge, nous sommes des mammifères. Nous avons besoin d'un endroit où nous cacher, d'un endroit où rester bien à l'abri. Les mammifères ne sortent pas, les animaux ne sortent pas pour aller faire la causette au copain ou à la copine. Les mammifères sortent pour se nourrir, pour leurs besoins, et rentrent à l'abri chez eux. Nous sommes des mammifères extrêmement évolués, mais nous demeurons des mammifères. À quel moment les choses ont changé? Je crois que c'est quand l'homme est devenu utile. Si on remonte à très longtemps, les humains sortaient pour satisfaire les besoins de la survie et puis rentraient à l'abri. Quand ils ont eu le feu, c'était devant le feu, d'abord pour se protéger des bêtes, pour se réchauffer, bon, voilà. Et puis ensuite, ça a été dans leur maison, où on faisait la veillée éventuellement, entre soi, et pas toujours entre voisins, parce qu'on n'avait pas toujours des voisins. Mais il y avait ce repli sur soi qui était nécessaire. On n'avait pas besoin de cette communication presque effrénée avec autrui. Et puis les choses se sont emballées. Et puis l'ère industrielle est venue. Et puis la mondialisation est advenue. Et à un moment, l'homme s'est retrouvé embarqué, allé dans ce tourbillon où il n'a plus le temps pour lui. Il a perdu cette notion d'être avec lui. Il l'a tellement perdu que lorsqu'il se retrouve brutalement avec lui-même, ou juste avec les siens, comme le vivaient nos ancêtres en plein hiver, quand on ne sortait pas, quand on restait chez soi, quand on économisait les nourritures, la force aussi,
ça ne lui est plus possible. Il a perdu ce sens du repli. Il ne sait plus vivre autrement que dans le tourbillon, parce que s'il n'est pas dans le tourbillon, il a l'impression d'être enchaîné. On lui dit confinement, il entend enchaînement. Pourquoi ? Qu'est-ce que la société a dévié chez nous pour qu'on ne puisse plus s'apprécier ? Alors, c'est sûr, 20 mètres carrés, à plusieurs, c'est difficile. Mais c'est quelque chose que l'on réussissait sans s'entretuer il y a encore peu de siècles. Et là, on ne peut plus. Et même ceux qui sont dans un grand espace ne peuvent pas. Et ceux qui sont seuls, petit ou grand espace, en souffrent horriblement. Quelque part, il y a toujours la même raison, parce qu'on se retrouve confronté à nous-mêmes, à nos souffrances, à nos peurs, à notre jugement sur nous-mêmes. J'ai raté ceci, j'ai raté cela, qu'est-ce que j'ai fait, patati, patata. Mais on a vécu, parfois on a survécu. Est-ce que le chien ou le chat se demande ce qu'il a vécu, ce qu'il a raté, ce qu'il a... Il vit l'instant, et l'instant est extrêmement important. Je vis entouré de chats, et il y a même un chien, et je les vois vivre cet instant. Ils n'ont plus besoin de courir après la nourriture, ils n'ont plus besoin d'échapper aux prédateurs et aux autres prédateurs humains. Ils ne sont plus en danger, ils sont en paix à l'intérieur. Certains d'entre eux ne veulent pas sortir, se méfient même du balcon qui leur tend les bras. Dès qu'un humain se montre quelque part dehors, ils rentrent. Nous, à l'heure actuelle, nous avons peur de cet ennemi invisible, meurtrier, dangereux, qui rôde à l'extérieur et qui a nom virus. Mais en même temps, nous ne supportons pas et nous déprimons et nous sommes mal parce que nous sommes enfermés à l'abri de cet ennemi invisible. Je pense que ce qui se passe dans la tête des gens, c'est je ne peux pas sortir parce que la mort rôde. C'est vrai. Mais j'oublie de regarder de l'autre côté et de me dire, mais là je suis à l'abri. Je suis protégé. On ne m'oblige pas. Hélas, pour certains d'entre nous, si, mais pour tous ceux qui restent enfermés, on ne m'oblige pas à sortir. Et si on regarde de l'autre côté, tous ceux que l'on oblige à sortir, pour s'occuper de tous ceux qui doivent rester enfermés, pour que cette mort qui rôde cesse de rôder. Paradoxe, hein ? Il y a toujours les soldats qui vont au front et à qui on ne demande pas leur avis pour protéger les populations qui restent à l'arrière. Alors si on doit rester enfermé, on peut tous les soirs applaudir ceux qui sont dehors. On peut sourire aux livreurs qu'on entrevoit parce qu'ils nous amènent des denrées indispensables. On peut sourire à la personne qui dans le magasin nous sert alors qu'elle est toute la journée, même si c'est peu, au contact de personnes qui potentiellement peuvent la mettre dans un danger grave. Mais en même temps, on peut peut-être se dire qu'on a bien la chance d'être enfermé et à l'abri. L'humain, souvent, et ce n'est pas une leçon, voit les mauvais côtés des choses. C'est pourquoi j'essaie toujours de lui montrer le positif des choses. Le positif des choses, c'est toujours ce moment suspendu dont on ne sait pas quoi faire avec soi. Personnellement, je fais partie de ceux qui travaillent
et même davantage peut-être que d'habitude dans cette période très trouble, parce qu'on a besoin de personnes comme moi qui permettent à ceux qui sont bloqués avec eux-mêmes de comprendre ce qui se passe en eux pour aller mieux. Et quand ils sortiront de l'enfermement, pouvoir profiter pleinement de leur liberté. Alors je prends des moments de pause. J'essaye de prendre le week-end de repos. Et pourtant les dimanches, et pourtant je vous parle. Parce que sinon je ne pourrais pas le faire, parce que la semaine est remplie de rendez-vous. Je profite pleinement de ces moments où je ne suis pas obligé de sortir, d'aller, d'affronter le monde extérieur. Parce que pour un autiste, ça demeure ça. Aussi habitué soit-il, aussi doué soit-il en ayant développé des techniques pour pouvoir ne pas trop en souffrir, réussir à oublier le bruit, réussir à oublier la lumière, des fois, les odeurs. Il y a toujours quelque chose de difficile chez nous, que ce soit les odeurs, le bruit, les mouvements. Mais on arrive à se débrouiller quand on peut pour que ce soit supportable dehors. Mais qu'est-ce qu'on est bien chez soi. Et là, tout s'est suspendu. J'ai l'immense songe d'avoir une amie qui, elle affronte l'extérieur et me rapporte ce qu'il faut pour nourrir ma maisonnée, parce que je suis classée dans ces personnes fragiles à qui on déconseille fortement de sortir. J'ai cette chance. Et à chaque fois qu'elle sort et qu'elle rentre, je m'inquiète pour elle, bien sûr. Mais je suis tellement bien avec moi-même. Vous avez la question de je suis angoissée, je ne me sens pas bien, je me sens fermée, mais quand est-ce que ça s'arrêtera? Mais quand est-ce qu'on me laissera sortir? Mais quand est-ce qu'on me laissera libre? Mais êtes-vous libre dehors? Êtes-vous libre dans le tourbillon de la vie? Êtes-vous libre de toujours vouloir parfois devoir vous conformer au regard de l'autre? Comment, me demandait Claire, qui m'a déjà posé une question, qui a déjà permis un webinaire, comment peut-on tenir? Et là, c'est important, face à quelqu'un d'autre, dans cet enfermement, ce huis clos, face à quelqu'un d'autre qui écrase, qui piétine, qui ne reconnaît pas. On en revient à notre appréciation du regard de l'autre. Bien sûr, celui qui dit non, oui, mais, de toute façon, mais moi mais tu n'es rien, mais je décide, mais je te... L'autorité, que ce soit le conjoint, que ce soit le parent, qu'on soit adulte ou pas, on peut se retrouver coincé avec ses parents aussi. L'autre, de toute façon, cet autre qui vous écrase, qui vous empêche d'exister, qui vous nie. Comment parvenir à passer encore quelques semaines, au moins, avec, sans s'effondrer, sans s'écrouler, sans devenir fou, sans rentrer en conflit permanent ouvert avec? Changez de position, regardez la scène d'un autre point de vue. Parce que c'est une scène. C'est une scène sur laquelle on évolue et sur laquelle les autres évoluent. Le monde, nos relations avec les autres sont une grande scène de théâtre où nous jouons effectivement des rôles. Le rôle des amoureux, le rôle des ennemis, le rôle des inconnus, le rôle du subordonné et de son supérieur, le rôle de l'enfant et du parent. C'est un rôle. Regardons de notre angle. La personne qui est bloquée dans cette situation, il faut qu'elle s'extrait d'elle-même et qu'elle devienne spectateur de sa relation avec l'autre. Qu'elle regarde autant l'autre, ce qu'il fait, comment il le fait, et qu'elle regarde comment elle
Elle répond, réagit, et sans le vouloir, mais vraiment sans le vouloir, elle alimente cette relation-là. Ok, d'accord, je vais faire ça. Et comment j'en sors? Regardez. Commencez par regarder l'autre. Qu'est-ce qui lui rend si vital, si nécessaire, parce que c'est une question de survie, le besoin d'écraser celui qui est en face de lui, d'être autoritaire, de s'affirmer. Non, oui, mais parce que c'est moi. Qu'est-ce qui en lui tient si peu pour qu'il ait besoin de s'appuyer sur toutes ses lances, ses armes, ses banderilles, ses canons prêts à tirer, cette arme de destruction massive? Mais quand on est bien dans sa peau, on n'a pas besoin de détruire. Quand on se sent réellement fort, on n'a pas besoin d'écraser. Il y a une chose qui s'appelle l'autorité naturelle. Elle est saine. Elle n'écrase personne. Elle est reconnue. Parce que justement, elle est en même temps bienveillante. Elle n'a pas de but d'être. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Vous avez tout le temps, vous êtes dans ce huis clos. Qu'est-ce qui s'est passé dans son existence quelque part pour qu'il ait besoin d'être comme ça? Ne cherchez pas les sentiments. Ce n'est pas une affaire de sentiments, c'est une affaire de personnalité. Même si vous êtes en face de votre parent, de votre conjoint, de votre frère, de votre sœur, c'est comme quand vous êtes en face du voisin ou du collègue ou du supérieur hiérarchique. Ça sera la même chose une fois revenu dans le monde ouvert. Alors regardez, observez. Rien que le fait de vous mettre en observation change les choses. Parce que quand l'autre dit, crie, affirme, éructe, c'est pour se sentir exister fort, en vous voyant faible, vous voyant faiblir, vous voyant essayer de résister. Et alors plus vous essayez de résister, plus l'autre insiste. Il faut qu'il gagne cette bataille pour se sentir, lui, exister. Mais si vous vous mettez en position de spectateur et que vous ne réagissez pas, il se retrouve avec son rôle là qu'il est en train de dire. Non, mais oui, parce que c'est moi, parce que je sais, parce que tu ne sais rien, parce que... Et personne ne lui répond. Et ça tombe dans le vide. L'acteur sur la scène de théâtre, le comique par exemple, qui essaye de faire rire les gens, et personne ne réagit. Le dramaturge, personne ne réagit. À un moment, il s'arrête. Il est interpellé, il est mal à l'aise. Et il va quitter la scène. Et oui, il va quitter la scène, il va sortir de la pièce ou aller de l'autre côté de la pièce, il va mettre une distance avec vous et il va vous laisser en paix. Provisoirement au début, parce qu'il va revenir, bien sûr, il va venir à l'attaque. Mais plus à chaque fois, vous vous dites, mais qu'est-ce qui provoque cette nouvelle crise? Qu'est-ce qui en lui fait éprouver le besoin d'exploser en crise et de s'affirmer à nouveau en écrasant l'autre? Hop, je me remets en spectateur. Et l'autre mouline dans le vide. Et plus je me mets en spectateur, moins l'autre m'atteint. Parce que je mets une distance et qu'au fur et à mesure, c'est comme un tricot que j'aurai dans les mains. Il devient de plus en plus grand, de plus en plus solide, de plus en plus beau. Et la distance s'étend, s'étend, s'étend. Et la paix s'installe. Ça, c'est par exemple ce que doivent faire des gens qui sont face à des manipulateurs, qu'ils soient pervers narcissiques ou pas. Perversion narcissique est un trouble, c'est catastrophique, mais avec des pervers narcissiques, c'est excellent, cette position du spectateur. Le spectateur, il est indifférent quelque part. Il n'est pas méprisant, il est indifférent. Il regarde, il n'a pas l'air de penser. Ça déconcerte énormément une personne perverse narcissique parce que si on ne pense pas, on ne lui donne pas de retour. Si on ne lui donne pas de retour, elle n'existe pas. Donc ça ne va pas, elle se sauve en courant quelque part dans un coin
elle se décompose et elle va chercher d'autres moyens d'exister auprès de vous qui seront la phase de séduction, la phase de gentillesse, etc. Mais tout manipulateur, parce que toute personne qui essaye de vous écraser vous manipule de toute façon, quelle qu'en soit la raison. Vouloir s'affirmer face à l'autre, démontrer à l'autre qu'il est plus faible que vous, c'est le manipuler. Du moins, essayez. Tout manipulateur est déstabilisé par le fait que son stratagème, sa stratégie habituelle bien rodée depuis des années dans la même famille, etc., ne fonctionne plus. C'est votre père, c'est votre mère. Vous êtes confiné avec parce que vous n'avez pas pu rentrer chez vous, parce que vous étiez là au mauvais moment. Regardez-les de la même manière. Vous n'avez jamais eu le temps de les regarder sous cet angle-là, parce que c'était votre père, parce que c'était votre mère, et que vous n'avez jamais pu approfondir, non pas la relation qui est négative, mais la compréhension de leur comportement. Observez le comportement de l'autre pour essayer de comprendre ce qui le sous-tend, ce qui fait qu'il se comporte comme ça, en lui bien sûr, ou dans son, par rapport à lui, par rapport à son passé, absolument pas par rapport à vous. Sortez-vous de là, vous n'êtes qu'un élément, ce n'est pas vous qui êtes visé, c'est sa problématique. Il y a de quoi passer le temps et oublier l'angoisse du confinement, de manière très intéressante. Et c'est aussi un moyen de changer votre relation à cette personne-là ou à ces personnes-là pour plus tard, quand vous sortirez du confinement. Et oui, être en huis clos, ça fait exploser les choses, mais ça permet aussi, si on s'y prend d'une autre manière, si on ne rentre pas dans la mêlée, mais qu'on l'observe, ça permet de changer les choses. Et de changer les choses après, les comportements pour après, les résultats des comportements pour après. Et quand vous êtes seul, mais pourquoi est-ce que je m'angoisse ? Parce que je passe mon temps à chercher des repères, des appuis, des soutiens, des gens qui m'acceptent, qui me disent que, en fait, j'ai une valeur, j'existe, je peux avoir une importance, je ne suis pas si nul que ça, parce que ça veut dire qu'on me l'a dit souvent, trop souvent. Je n'ai plus besoin de rire avec les autres en même temps que les autres pour que les autres me disent j'existe ou je me sente exister tout simplement aussi. Ça c'est quelque chose qu'autiste j'ai remarqué depuis très longtemps. Quand vous êtes à une tablée, vous savez ces tablées de collègues ou d'amis qui se retrouvent quelque part et que la plupart des gens connaissent et apprécient ou n'apprécient pas, ça dépend. Autiste, c'est pas notre truc, c'est sûr, mais je connais des gens qui ne sont pas autistes, qui sont dits neurotypiques, qui n'aiment pas trop non plus, parce qu'ils sont très introvertis. Mais bon, vous avez ces tablés, et dans ces tablés, vous avez toujours une, deux personnes, qui sont les éléments dominants, qui sont les clowns, qui sont ceux qui parlent, qui sont ceux qui affirment, qui sont ceux qui en remarquent. Et vous regardez, il y en a une majorité qui va les suivre, qui va rire au même moment qu'eux, qui va approuver ce qu'ils disent, qui ne va pas s'opposer à ce qu'ils font. Et il y en a une minorité qui, par contre, va essayer de leur reprendre la vedette. Donc, comme ils sont plusieurs, c'est comme ça que ça se passe. Va les contredire, etc., etc., etc. On va prendre la majorité. Ceux qui éprouvent le besoin de suivre le leader pour être reconnus. Parce que je ne suis pas le leader, on l'apprend depuis l'école, n'est-ce pas ? Pareil que c'est de la socialisation. On est rejeté. La peur de ne pas être reconnu par les autres, la peur d'être rejeté. Elle s'enfonce dans les personnes. Autistes, on le vit. Et on en a peur aussi. Parce qu'on est rejeté par notre différence et que ce n'est pas amusant d'être rejeté par sa différence et que ça nous demande un travail certain sur nous pour revendiquer cette différence et ne plus être blessé par ce rejet. Mais
c'est quelque chose que l'on apprend petit aussi. Petit autiste va à l'école et petit autiste doit se fondre dans le groupe. Et petit autiste voit le groupe fondre. Alors là, je vous les donne bien, des exemples. Voit le groupe tous ensemble et on ne comprend rien, petit autiste au groupe. Et bien même s'il n'est pas petit autiste et qu'il est pas, pardonnez-moi l'expression, grande gueule, dominant, le bout en train qui fait rire tout le monde. Mais vous savez, souvent les clowns sont des gens tristes. Les clowns sont des gens qui ont besoin d'exister. Et en faisant le clown, on existe. Et dans ces grandes tablées là dont je vous parlais, il y a souvent le clown. Mais c'est un clown qui s'est fait rire, qui a appris, qui a besoin. Dès qu'on a besoin, ça veut dire que c'est pas naturel. Ça sort pas tout seul. C'est pas du surplus, c'est du besoin. Et les autres doivent être comme. Tous ces modes où l'on s'habille tous de la même manière, de ces endroits où on va tous, de ces musiques qu'on écoute tous, de ces films qu'on aime tous. Il faut être comme les autres. Et là, comme les autres, ne veut absolument plus rien dire. Ah, il n'y a plus d'autres. Donc il n'y a plus de repères. Regardez cette angoisse-là en face. Ne vous jugez pas, ne vous méprisez pas. Vous n'avez pas eu le choix, même si vous l'aviez voulu, d'autre choix que de devoir être comme les autres. Alors ce moment de prise de conscience, ne le prenez pas négativement, prenez-le positivement. Vous avez encore un petit peu de temps là pour vous demander pourquoi est-ce que je dois être comme les autres. Et pourquoi je ne devrais pas être comme moi? Et si ça dérange, est-ce que je vais mourir? Et si ce groupe-là ne m'apprécie pas, mais il y a d'autres groupes qui m'apprécieront, qui sont plus conformes à moi-même. La solitude dont j'ai si peur tout le temps, je suis dedans. J'y survis. J'ai l'impression que je n'y survivrai que difficilement, mais j'y survis. Mais si je veux bien en sortir sans trop de dommages psychologiques de cette période, il faut que je la mette pleinement à profit. Et pleinement à profit pour faire ce travail sur moi-même, de me dire, de me persuader peut-être, mais en tout cas de faire mien, là, que ça sorte de moi, qu'en sortant de ce foutu confinement, je me battrai et j'y arriverai pour être moi-même, comme moi-même, et plus comme les autres. Et si cette grande tablée, j'ai pas envie d'y être, et si l'autre qui fait toujours rire toute la tablée, à la cantine ne me fait pas rire, je ne rirai pas. Et s'il y en a qui me regardent, eh ben tant pis, ils me regarderont. Mais je découvrirai que si je le fais, il y en a d'autres qui vont oser ne pas le faire. L'humanité, un formidable moment pour devenir elle-même la somme d'individus que nous sommes, et pas cette masse informe et broyée qu'on appelle les humains. La chair à canon, la chair à pâté, la chair à tout ce que vous voulez. Nous avons un formidable moment pour redevenir des individus à part entière. Des individualistes qui, eux, s'entraident, se découvrent, reviennent aux fondamentaux, à la base, qui n'est pas de se faire concurrence comme on voit des États se le faire en ce moment, quand on voit que les gouvernants s'arrachent ces fameux masques. Mon Dieu, quel exemple! Comment voulez-vous que les humains de base ne soient pas comme ça, si l'ordre tout en haut, c'est d'être comme ça? Les gouvernants que nous avons nous imposent le mode de vie que nous avons. Alors renversons la vapeur. Ne laissons plus quelques-uns décider de ce que tous doivent penser, que ce soit à l'échelle des gouvernants mondiaux, régionaux, nationaux, je parlais de l'Europe, ou de la grande tablée de la cantine, ou du bureau, ou du huis clos de la maison.
laissons-les faire leur cirque, laissons-les être eux-mêmes si c'est ce qu'ils veulent. Réapprenons à être nous-mêmes. Sinon, ça sert à quoi d'être enfermé comme ça pendant 1 mois, 2 mois, on ne sait pas. À rien. Rien du tout. Alors pour ne pas devenir fou, pour ne pas plonger dans la dépression, eh bien, raccourcissons le temps. Repartons de l'enfant que nous étions, avec ses rêves et ses envies, et permettons à l'adulte que nous sommes d'être cet enfant, avant qu'on le modèle. Merci. Les beaux principes de l'éducation nationale. Et là, je ne mets pas les enseignants, je mets le système. Les enseignants se battent comme ils peuvent, pour la grande majorité d'entre eux, pour permettre à leurs élèves de ne pas être écrasés par le système, mais de devenir des individus pensants, libres, responsables d'eux-mêmes. Et il y a du travail, avec le fameux système. Oui, voilà. Regardons nos vraies valeurs, cherchons nos vraies valeurs. Nous n'avons rien d'autre à faire. On ne va pas parler avec les autres, là, dans le huis clos. Ça part toujours en cacahuète. Alors, je vais me plonger en moi, je vais reprendre mes valeurs, je vais les regarder. Et c'est pas la bonne résolution de début de l'année qu'on oublie. Là, je suis dans des conditions tellement exceptionnelles que je peux faire des choses exceptionnelles. Et plutôt que d'angoisser sur ce que je vis, je vais préparer comment je vais vivre après. Et dans cette société bouleversée dans ses croyances, nous serons tellement à penser ça que nous pourrons le penser et faire de nos relations avec les autres des relations plus vraies, des relations plus saines, des relations qui laisseront beaucoup moins de place à la manipulation. Parce que tous les manipulateurs, quels qu'ils soient, que ce soit pathologique parce que ce sont des pervers narcissiques, structurels, familiales pour des raisons de pouvoir, etc., n'ont jamais de prise sur quelqu'un qui est entièrement lui-même. Il leur faut trouver un levier de faiblesse. Mais si je suis moi-même, et que je suis comme je suis fait comme ça, et que je suis bien, et que je suis franc, et que je suis ouvert, et que je ne me moque de ce que pense l'autre de moi, parce que de toute façon ce qu'il pense, ça tient à lui, et ça n'a rien à voir avec moi, manipulateur n'a plus de place sur moi. Pensez-y, réfléchissez-y. Je vais m'arrêter là pour l'instant, parce que, je me rends compte, le temps défile sur l'enregistreur, que je vous parle depuis un bout de temps. Mais on en reparle. À bientôt. Prenez soin de vous. Pleine lumière.